Vous avez sans doute entendu la nouvelle. Le riz qu'Haïti importe des États-Unis à plus de 90% est empoisonné. Dans l'émission d'aujourd'hui, je vais vous expliquer pourquoi ceci constitue le dernier clou dans le cercueil du peuple haïtien. L'émission d'aujourd'hui s'intitule Opération Maslow. Veut-on exterminer le peuple haïtien? Quand je suis né, la réputation du riz haïtien était intacte. Il venait de la vallée de l'Artibonite. Et moi, enfant, je chérissais sans jamais la visiter, cette vallée qui pouvait nous donner à manger tous les jours, ou presque. Tiens, je n'ai plus jamais retrouvé nulle part ailleurs le goût unique de ce riz. L'agronome haïtien Chavan Jean-Baptiste, leader historique des mouvements des paysans, nous apprend ceci. Haïti était autosuffisant en riz jusqu'à dans les années 1970. Les problèmes ont commencé dans les années 80, surtout après le départ de Jean-Claude Duvalier pour l'exil. Au début des années 80, il y avait déjà des tensions. Les paysans se battaient pour conserver leurs maigres acquis. Les conflits liés aux travaux d'irrigation ont eu lieu dans les années 50, 70 déjà, notamment en 1957, en 1971 et en 1975. Les actes d'expropriation des terres agricoles ont conduit au conflit sanglant en 1986. En 1986, Jean-Claude Duvalier prend ses clics et ses claques, soit des dizaines de millions de dollars, et fout le camp. Le peuple crie à la révolution réussie. Il prononce les noms de Mackenson Michel, de Daniel Ismaël ou encore de Jean-Robert Sius, de jeunes écoliers assassinés en plein jour lors d'une manifestation au Gonaïve, le 28 novembre 1985. Le peuple parle de deuxième indépendance du pays. Mais il ignore que le pire est à venir. Le Conseil national de gouvernement, le CNG, prend le pouvoir et la libéralisation de l'économie débute tambour battant. Le général Henri Namphy, l'enfant chéri de Reagan, ouvre le marché haïtien aux produits américains. Les pouvoirs publics décident de supprimer les licences d'importation et d'abaisser les droits de douane prélevés à l'importation de produits alimentaires de base. Les tarifs douaniers pour le riz passent de 50% dans les années 70 à 3% à la fin des années 80. Haïti devient alors l'un des pays les plus libéraux au monde. Il en résulte des tensions dans la vallée. Notre vallée, que je chérissais, sans la connaître, devient une obsession pour moi. Mais en même temps, on dit dans les médias que le riz sauveur est arrivé, en masse, le riz de Miami. En plus, il est moins cher. J'ai beau avoir une certaine conscience politique, mais le prix, c'est le prix. Entre le moins cher et le plus cher, je prendrai le moins cher. C'est juste mathématique, rien de personnel. Mais en même temps, j'entends le bruit des paysans de la vallée qui étouffent. J'entends les massacres, les grandes vagues d'exode rural, le peuple des provinces qui trime et ceux des grandes villes qui commencent à parler de pouvoir d'achat. Acheter moins cher, c'est après tout un acte en faveur du pouvoir d'achat, non? Quel économiste pourrait remettre en question pareille évidence? Alors je continue à manger le riz de Miami. Les violences faisaient rage dans les années 90. 1991 et 1995 furent des années particulièrement violentes dans la vallée. Et la réforme agraire de 1995 n'a pas permis de régler ce problème de violence. Les régimes politiques se succèdent. Les coups d'État sont de nouveaux médiums de transition politique. Et on s'en fout. On continue de manger moins cher. On continue de survivre. Le colonel Prosper Avril prend le pouvoir au détriment d'Henri Namphy. Il dit représenter les petits soldats. Qu'importe. L'essentiel, c'est l'économie. Comme dira plus tard Bill Clinton lors de la campagne électorale de 1992, « It's the economy, stupid ».
Alors, Avril décide d'ouvrir davantage notre économie. Au riz, au cacao, au café, aux fruits, aux vêtements. Haïti importe tout et n'importe quoi. Plus de loi des avantages comparatifs. Plus de David Ricardo qui tient. Plus de John Stuart Mill. Plus de balance commerciale. On s'en fout. Il faut nourrir notre peuple affamé de promesses de prospérité et de consumérisme. Alors, chacune des mesures économiques est forcément antipatriotique. Forcément. Le prix du riz à l'importation baisse encore en 1995. C'était le deal entre Aristide et Clinton pour que ce dernier le ramène au pouvoir. En conséquence, selon Chavan Jean-Baptiste, Haïti est devenu le pays avec les tarifs de riz les plus bas de la Caraïbe pendant cette année 1995. Pendant ce temps, dans le silence, le peuple de la vallée est en train de rendre son dernier soupir. Autre que la concurrence déloyale du riz américain, le secteur ne reçoit plus de subsides de l'État. Et comme la production n'est pas mécanisée, le secteur a besoin de main-d'œuvre. Mais les gens préfèrent abandonner le milieu rural ou quitter tout simplement le pays. C'est fini. La vallée n'est plus, ou n'est presque plus. La vallée est morte, sans enterrement, sans sépulture, sans espoir. On assiste alors au massacre de Raboto en 1994 et ceux de Saint-Marc en 2003. La région est rentrée dans une situation d'insécurité systématique visant à affaiblir l'État et ses institutions. L'insécurité des gangs met à mal la production dans la vallée. La boucle est donc bouclée. En effet, lors des législatives de 2015, les candidats utilisent les gangs pour influencer les décisions électorales. La vallée est définitivement perdue. Alors, les hommes d'affaires aux dents longues comprennent qu'il faut importer en masse. Le riz de Miami et son long grain anormal, presque dessiné dans les laboratoires, envahit notre territoire, nos foyers, nos assiettes. En conséquence, l'Haïtien voit son alimentation se transformer en 10 ans, de 1985 à 1995. Selon RFI, en 2020, un Haïtien a mangé en moyenne 85 kilos de riz, contre 12 kilos pour un Américain. L'Haïtien a donc cessé de manger des légumes, des tubercules, des fibres, des protéines. Il devient le champion du monde de la consommation de féculents. Sans le savoir, il fragilise sa santé. En effet, depuis 1985, la consommation de riz a été multipliée par 5, passant de 100 000 tonnes à 500 000 tonnes par an. Or, les 28 000 hectares de la riziculture de l'Artibonite et les zones rizicoles dans le reste du pays permettent une production nationale d'environ 100 000 tonnes. Alors, après avoir conditionné le consommateur haïtien à la consommation de ce féculent, le marché et sa main soi-disant invisible, mais qui en Haïti fut civile et militaire, conditionne le peuple à importer près de 400 000 tonnes de riz par an dans les années 2010 et 515 000 tonnes de juillet 2021 à juin 2022, selon l'USDA, le département de l'agriculture des États-Unis, alors que la production locale de riz était seulement de 80 000 tonnes pour la même période, soit une dépendance abyssale. Ah, qu'elle doit être heureuse l'Amérique quand ça va mal en Haïti. Et l'élite des affaires s'en réjouit. Une petite élite que je ne nommerai point devient millionnaire grâce au riz bon marché. En Haïti, jamais l'élite ne s'est souciée de l'effet de ruissellement. Vous savez ce principe selon lequel l'enrichissement des uns finira par jaillir sur la collectivité et tout le monde bénéficiera des retombées économiques. Ah, l'effet de ruissellement, cette thèse chère à l'économiste américain Andrew Mellon et son trickle-down economics. Mais attention au contre-coup, car quand sonnera la cloche dans la vallée et que sa mort sera confirmée, le prix de ce riz de Miami aura changé. Fort de sa position monopolistique, il augmentera et sa qualité baissera. Ça aussi, c'est une loi économique. Simple.
C'est toujours en silence que s'imposent les marchés. Ce sont des mains invisibles, la main invisible d'Adam Smith, mais avec des conséquences bien visibles, non seulement dans la vallée, mais aussi dans tout le pays. Car le peuple ne peut déjà plus payer le riz de Miami qui devient peu à peu un produit de luxe. Il en résulte des crises alimentaires. Les gens n'ont plus rien à manger. Ils mangent de la terre. Ils sont enrôlés dans les gangs. Ils sont instrumentalisés par le politique qui les utilise pour les mauvais actes. Certains fuient. Environ 90% des importations de riz proviennent des États-Unis. Bien sûr, les 10% restants viennent de l'Uruguay, du Brésil, de Taïwan, de l'Inde, de la Guyane, du Suriname, du Vietnam ou encore du Pakistan. En baissant les prix dans les années 80 et 90, la main invisible américaine a fait d'une pierre 3 coups de génie. 1. Détruire la production locale. 2. Redéfinir la structure du système nutritionnel haïtien. 3. Écouler sa production de piètre qualité sur le marché haïtien. Selon le département de l'agriculture des États-Unis, le fameux USDA, Haïti devient en 2003 le premier importateur mondial du riz américain. Ah, le génie n'a pas forcément de conscience. Mais le génie des autres dépend de nos bêtises. Dès lors, le riz devient la principale céréale consommée en Haïti et l'alimentation du peuple haïtien dépend quasi exclusivement des États-Unis. Ah, cette main invisible d'Adam Smith. C'est fou puisque la main invisible qui détermine le libéralisme, le fameux laisser-faire, s'appelle en Haïti le laisser-grainer. Grain, grainin, nous sommes dans le même territoire de mots. Et puis un jour, je reçois un texte. Le riz américain très consommé en Haïti est pollué aux métaux lourds selon une étude. En effet, l'Université du Michigan nous apprend la présence de métaux lourds comme le cadmium ou l'arsenic. Des métaux qui provoquent des maladies cardiovasculaires, du diabète ou même des cancers. Selon le site Cancer Environnement, une exposition répétée au cadmium peut provoquer diverses formes de cancer. Cancer de la thyroïde, de l'utérus ou encore du sein. Alors que l'arsenic, on ne le présente plus. Il est responsable de plusieurs autres cancers, prostate, foie, rein, etc. On apprend que les chercheurs de l'Université de Michigan s'inquiètent pour la santé des Haïtiens, réclament des enquêtes et encouragent Haïti à mettre fin à cette dépendance vis-à-vis des États-Unis. Et tout le monde relaie la nouvelle. RFI, Yahoo, Loop News, Haïti Libre, La Nouvelle Tribune, Aïbo Post, etc. Comme si tout cela n'était pas visible. Ceux qui font semblant d'être surpris par ces nouvelles sont des hypocrites ou des ingénus. Cela fait des années que cet agenda est en route, un agenda caché. Tout cela ne peut être le fruit du hasard. Au plus je pense à la crise haïtienne, au plus je me dis qu'il y a une expérience en cours sur le peuple haïtien. L'expérience ultime. L'opération Maslow, c'est une bonne dénomination pour une expérience dans laquelle on prive le peuple haïtien de la possibilité de satisfaire ses besoins les plus instinctifs. Selon la pyramide d'Abraham Maslow, énoncée dans les années 40, on peut hiérarchiser les besoins humains en 5 grandes catégories, organisées sous la forme d'une pyramide. L'idée est que plus on descend dans la hiérarchie, plus les besoins sont essentiels. Donc, selon cette théorie, l'Haïtien doit d'abord satisfaire ses besoins physiologiques, puis ses besoins de sécurité, ensuite ses besoins d'appartenance et d'amour, puis ses besoins d'estime, enfin ses besoins d'accomplissement de soi. Or, ils ont détruit l'accès aux besoins d'accomplissement de soi, où les individus cherchent à réaliser leur plein potentiel, à atteindre des objectifs personnels et à s'épanouir. Mais nous nous sommes adaptés. Alors ils ont détruit l'accès aux besoins d'estime de soi, où les individus cherchent la reconnaissance, le respect de soi, la réussite et la confiance. Mais nous nous sommes adaptés, encore une fois. Nous avons montré que nous pouvions faire sans un environnement favorable. Nous avions tenté de défier
le déterminisme négatif. Alors, ils ont coupé tout accès aux besoins de relations sociales, d'amitié, d'appartenance à un groupe et d'amour. Or, l'amour ne peut se trouver que dans l'association. L'amitié aussi a besoin de possibilités d'association. La société a besoin de maintenir ses liens familiaux. Or, Haïti est devenu un pays où chaque famille est amputée par le fléau de la séparation ou de l'exil. Mais nous nous sommes adaptés, encore une fois. Alors ils ont été encore plus loin et ont coupé tout accès aux besoins d'un sentiment de sécurité et de stabilité. Un processus lent de destruction est mis en place. Destruction lente de la sécurité financière, destruction lente du système de santé et du bien-être, destruction lente de la sécurité de l'emploi, destruction lente de la sécurité personnelle. Ils ont gangstérisé le pays. Ils l'ont rendu invivable, invisitable, impraticable, inaccessible, inhumain. Mais encore une fois, nous nous sommes adaptés. Nous sommes habitués à cet état de non-droit. Nous nous sommes habitués à cet état de non-vie. Ils nous ont à la fois durcis et ramollis. Et là, nous arrivons à bout de souffle, au dernier étage de nos dimensions humaines, car la phase finale du processus est enclenchée. Ils se sont attaqués à nos besoins physiologiques. Ils nous empêchent de manger. Destruction lente de la sécurité alimentaire du pays. Ils nous empêchent de boire. Ils ont pollué nos rivières, nos sources, nos nappes phréatiques, nos lacs, tous nos cours d'eau. Ils nous empêchent de dormir, de nous reposer, de reproduire la force de travail, pour reprendre un terme marxien. Ils nous empêchent de respirer, d'être des hommes tout simplement. Là, ils se sont attaqués à notre dernier rempart humain, à nos besoins essentiels à la survie. La question du riz empoisonné américain répond à au moins 3 niveaux d'insécurité humaine. L'insécurité physique, l'insécurité physiologique, l'insécurité psychologique. Ils ont semé la peur d'être dans nos têtes. Il y a en Haïti une entreprise de destruction systématique de ce peuple qui a osé désobéir en devenant le premier peuple issu d'une révolution anti-esclavagiste. Une destruction systématique qui consiste à priver le peuple haïtien de la possibilité de satisfaire chacun de ses besoins. Génocide psychologique, génocide physique, génocide physiologique. Pourtant, personne dans ce monde bienveillant et bien pensant ne dit quelque chose. Où sont passés les intellectuels qui sont si enclins à signer des pétitions pour faire de notre monde un lieu plus humain? Où sont passés les humanistes? Où sont passés ceux qui se disent civilisés, mais qui ferment les yeux sur des méthodes qui ne le sont pas? Au bout de cette expérience, de cette chose que j'appelle l'opération Maslow, peut-être mettront-ils les chercheurs à l'épreuve en leur permettant d'étudier un cerveau soumis à une éternité de privation. Au bout de cette expérience, l'Haïtien sera-t-il encore un humain? À ce qu'il paraît, c'est la fin de notre peuple qu'il prépare. Et aujourd'hui, je m'en fiche de savoir pourquoi. Il faut agir. Il faut agir car ce n'est pas la première fois qu'un peuple ou une espèce disparaît de la face de la terre. Personne n'a crié à la mort de la vallée. Personne. Même pas nous les Haïtiens. Si nous les Haïtiens, nous ne nous soucions pas de nos propres intérêts, pourquoi les autres le feraient-ils? Merde. L'ami qui m'a envoyé l'article sur le riz pollué américain m'a aussi écrit « C'est sûr qu'il y a un agenda caché. Autrement dit, ils veulent tous nous tuer. » Est-ce Malthus qui revient dans les systèmes de pensée? Vous savez, Thomas Robert Malthus est ce mec, cet économiste qui a écrit un essai sur le principe de la population, publié en 1798, dans lequel il élabore une théorie de la population. Thèse par laquelle il dit en gros qu'il n'y a pas assez de ressources disponibles pour la population mondiale sans cesse en augmentation.
qu'il faut contrôler à la fois la population et les ressources disponibles afin d'éviter des catastrophes liées à la surproduction. Et la famine est un de ces moyens de contrôle. Mais la guerre aussi. Les épidémies comme le Covid par exemple, ou encore les déplacements de population, ou même les méthodes de contraception. Mais attention, certains fous, des néofascistes par exemple, pourraient se sentir séduits par cette idée et proclamer que les pauvres doivent dégager. Alors, il faut être vigilant. Il faut regarder dans l'horloge et demander à quelle heure est la révolte, à quelle heure est la désobéissance civile, qu'il est pour nous toutes camper, pour nous dire assez.